Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous partager les livres qu'on m'a demandé sur les relations hommes-femmes, les livres que j'ai lus, les livres qui m'ont quelque part donné matière à réfléchir sur ce domaine. C'est pas des livres, c'est pas dans les livres que j'ai acquéri ma connaissance sur les relations hommes-femmes. C'est généralement dans la vie, d'accord? C'est les témoignages, c'est l'observation, c'est les remises en question sur mes relations précédentes, sur les relations des autres, de ceux de mon entourage et ainsi de suite. Et en complément seulement que j'ai utilisé les livres, d'accord? Vous allez m'excuser pour le désagrément de ce reflet bleuté parce que je porte mes lunettes, oui, c'est la première fois que je porte mes lunettes en faisant une vidéo, mais comme je vais vous lire la dernière de couverture, je n'ai pas le choix. Et je sais que mes lunettes, il y a un reflet bleuté qui peut être désagréable, mais je ne peux pas faire autrement dans cette vidéo, donc excusez-moi d'avance. Donc comme je vous disais, les livres que j'ai pu lire, c'est un complément et ce n'est pas dedans que j'ai acquéri la majeure partie des connaissances sur le domaine. À mon avis, à mon humble avis, le plus simple, ça reste la réalité. Ce qu'on vit, ça ne veut pas dire que dans les livres, il n'y a pas de réalité. Ce que je veux dire, c'est qu'il suffit d'observer, de prendre du recul et de se remettre en question afin de ne pas rester avec les mêmes connaissances et pouvoir, parce qu'on est des êtres d'évolution, donc on évolue constamment, notre réflexion doit évoluer, on doit sans cesse se remettre en question sur nos rapports avec les hommes, par exemple, nos rapports avec les autres, nos rapports professionnels, surtout, d'accord? On ne peut pas rester cantonné à notre savoir acquis dans le passé, sinon on stagne. Tout le monde évolue, toute chose évolue, enfin toute chose, oui, toute chose a matière à évoluer. Parfois ça a des limites, mais il y a toujours matière à réfléchir dessus, à se poser les bonnes questions. Et en plus, en fonction des contextes qui sont différents, de l'affect qui peut être différent, bah, ça change. Donc il y a une perpétuelle remise en question, je pense, qui doit avoir lieu et qu'on peut obtenir en lisant des livres. Après, faudrait-il encore que ça nous intéresse. On ne va pas lire un livre et ne pas, si ça ne nous intéresse pas, ou on ne va pas lire un livre en nous disant « moi je sais déjà tout, je reste avec mes connaissances ». Je dirais à un moment où quand on lit un livre, c'est aussi, je ne vais pas faire la sage, mais c'est aussi pour ouvrir son état d'esprit. Enfin bref. Pour terminer cette vidéo, à la fin de cette vidéo, je vais vous parler d'un constat que j'ai fait sur nous les femmes, qui me choque, que je ne comprends pas, que j'ai beau essayer de me poser la question, je ne comprends pas comment on peut arriver à cette situation, mais vous allez me donner votre réponse, donc je vais vous dire de quoi il s'agit, vous allez me donner votre avis en commentaire. Pour commencer, c'est pas le premier livre que j'ai lu, mais voilà, qui m'a donné matière à réfléchir, c'est le livre de Andrew Norton, Diana racontée par elle-même. Voilà. J'ai voulu faire une vidéo dessus. Je me rappelle parce que quand je l'ai lu, je l'avais présenté et j'ai été prise par le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas pourquoi. Quand je me suis dit, je vais faire la vidéo dessus, donc ce que j'avais compris, ce qu'il en était ressorti, ce qui m'avait frappé dans les livres et dans ce qu'elle raconte, parce que c'est un témoignage, je me suis sentie comme si je n'avais pas le droit.
d'y mettre mon avis dessus. Et donc du coup j'ai abandonné l'idée, sans vous dire, de faire la vidéo dessus. Aujourd'hui, comme je vais vous parler un petit peu de ce livre, je vais quand même vous dire ce que j'en pense, d'accord? Alors, la dernière de couverture. À sa parution en 1992, cet ouvrage créa une véritable onde de choc. Personne n'aurait pu imaginer que le sourire de la princesse adulée dissimulait un si profond mal-être. Diana y révélait les détails de sa vie de couple, sa boulimie, ses tentatives de suicide, l'existence de Camilla, ses relations difficiles avec les membres de la famille royale, mais aussi ses bonheurs de mère et son souhait de vivre enfin une existence conforme à ses désirs, loin des photographes. 2 décennies après sa mort à Paris, le 31 août 1997, cette réédition augmentée inclut la transcription fidèle des paroles prononcées par Diana lors des séances d'enregistrement. Ce livre compose ainsi l'autobiographie de celle qu'on dénommait la princesse du peuple, le testament de l'une des personnalités les plus aimées de notre temps. Donc voilà, c'est comme il est écrit, une autobiographie, c'est vraiment un témoignage de sa vie, pas seulement de sa vie de couple, de sa vie, de ce qu'elle a traversé. Mais moi, le passage qui m'a marqué, c'est son enfance, d'accord? Et comment elle a vécu sa vie de couple. Il faut savoir qu'elle n'a pas eu une enfance super heureuse. Elle a eu beaucoup comment dire ça, pas de lacunes, elle a eu beaucoup de manques. Elle a eu beaucoup de manques de son père qui n'était pas très bavard, sa mère qui s'en va, du jour au lendemain, elle ne comprend pas pourquoi parce qu'elle est très jeune. Il n'y a pas d'affect, par exemple des parents qui vont, d'affection pardon, des parents qui vont câliner, qui vont complimenter, qui vont discuter. Non, il n'y a pas de communication, c'est une famille d'aristocratie, ils sont assez pudiques, d'accord? Donc elle est en manque d'affection, de paroles douces, elle a envie de parler avec son père. Sa mère, elle est partie quand elle était très jeune, mais elle allait la voir de temps en temps les week-ends ou durant, on va dire, les semaines de vacances. Mais sa mère n'était pas constamment présente. La majorité du temps, elle était avec des nounous et elle a grandi avec cette froideur en fait dans la famille. Son père changeait tout le temps de nounou, son père sortait avec les nounous et à chaque fois en fait elle changeait de nounou, donc elle voulait bien s'attacher et quand elle s'attachait c'était comme à chaque fois un nouvel abandon parce qu'à chaque fois elle redécouvrait une nouvelle nounou. Elle n'a pas vécu une enfance compliquée. Matériellement, elle ne manquait de rien, même son père lui disait, malgré qu'il n'était pas tout le temps là, et il lui disait, parce que très souvent en voyage et autres, il lui disait, allez, je vous passe un catalogue, choisissez les jouets que vous voulez à Noël. Donc voilà, matériellement, elle n'avait pas de manque, mais elle avait un manque terrible en fait de démonstration qui l'a composée en fait, qui a fait ce qu'elle est devenue par la suite, adulte, lorsqu'elle a rencontré le prince Charles. Donc déjà, elle a été très en retrait lorsqu'elle était à l'école. Après, elle s'est toujours sentie spéciale. Avant elle, il y avait avant elle, ses parents avaient un garçon. Et un garçon qui est décédé. En fait, un enfant un nourrisson qui n'a pas survécu. Et quand elle est arrivée et qu'elle a survécu, elle n'est pas décédée en fait comme son aîné avant elle. Elle s'est sentie pas légitime. Elle a toujours pensé que
que ses parents lui en voulaient à cause de ça. Parce qu'ils attendaient un garçon, que le garçon n'a pas survécu et que c'est elle qui est survécue. Donc il y a eu aussi ce truc-là qui a beaucoup cogité dans la tête et c'est dû aussi aux réflexions de ses parents. Par la suite, elle n'a pas eu des démonstrations parce que comment on apprend finalement ce que c'est que des relations. Quand on est jeune, on apprend, on est censé apprendre de ce que nos parents en fait nous montrent. Est-ce que papa et maman sont solidaires? Est-ce qu'ils communiquent? Est-ce qu'ils s'embrassent? Est-ce qu'ils se câlinent? Est-ce que... Voilà, si on le voit, ça nous paraît naturel. Si on ne le voit pas, ça nous paraît pas naturel. On se dit, est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Ça nous paraît pas tout de suite la norme, d'accord? Elle l'a jamais vu de ses parents. Et quand elle a... Très jeune, quand elle était une jeune adulte, elle s'est faite une idée de ce que c'est qu'une relation dans les livres. Et cette idée, malheureusement, elle était en partie fausse. Parce qu'on sait que dans les livres, les dessins animés, les films, les séries, la réalité est faussée. Elle s'est faite une idée et elle a vu, en fait, pour l'avoir vécu, que c'est pas du tout, en fait, ce que racontent les livres, les séries et autres. Quand elle a rencontré le prince Charles, tout de suite, le piège dans lequel elle s'est retrouvée, c'est qu'il lui a donné de l'attention. Elle qui a toujours été comme transparente, il lui a donné cette attention. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Qu'est-ce que vous faites? Et ainsi de suite. Au début, il était très charmant, il demandait toujours après elle, il demandait toujours à la voir, toujours à passer des moments avec elle. Et par la suite, c'est par la suite que ça a changé. Et quand c'est tout nouveau, c'est tout beau, d'accord? C'est waouh, j'existe pour quelqu'un. Enfin, je ne suis pas transparente comme je l'ai été pour mes parents, etc. Enfin, quelqu'un demande après moi. Enfin, quelqu'un se soucie de moi. Ça a été, comment on dit ça? Ça a été, c'est pas une faiblesse, mais ça a été, vous savez, comme au niveau des pieds, ça a été son talon d'Achille. Voilà. C'est là où on pouvait trouver, c'est là où le bas blesse en fait. On lui apporte de l'attention et par diverses, comment dire ça, je sais pas, par divers liens, interactions, elle s'est dit, réflexion de ce qu'elle avait lu dans les livres, elle s'est dit, c'est ça l'amour. C'est quand on va demander après moi, c'est quand on va s'intéresser à moi. C'est comme ça qu'elle traduit l'amour. Je ne sais pas si vous avez lu ou écouté en audio le livre Les 5 langages de l'amour. Ça fait partie d'un des 5 langages de l'amour. Et elle, c'était ça. Elle a toujours été transparente. La personne qui va venir la personne qui m'aimera, qui voudra, à qui je vais donner mon cœur, c'est la personne qui me donnera de l'attention parce que j'ai toujours été transparente. C'est comme ça qu'elle l'a compris, c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Et voilà, quand le prince Charles est arrivé, elle s'est dit, c'est lui. Donc tout de suite, c'est quelqu'un de très émotif, je pourrais même dire d'hypersensible. Elle communique beaucoup. Elle est aussi pudique, hein. Elle a appris à être pudique. C'est comme ça qu'elle a grandi. Elle n'a pas tout de suite été démonstrative avec lui. Elle a finalement été très réservée. Mais cela n'empêche que à partir du moment où un homme venait dans sa vie et lui apportait de l'attention, pour elle, c'était ça l'amour. Et c'est comme ça que quand le prince Charles arrive dans sa vie, ses parents, à Lady Diana, la princesse Diana, ont toujours été en relation avec la famille royale, mais jamais dans ce contexte. Et c'est quand il grandit, parce que prince Charles, il lui fallait une femme vierge, une femme
peut-être pas de bonne famille, enfin si, une femme de bonne famille, mais ou alors une femme qui se rapproche de sa famille, une femme respectable, qui n'a jamais connu d'homme, etc., qui est pure. Quand il l'a rencontrée, et je vous dirai par la suite, mais pour lui, ça n'a pas été une évidence, mais c'était elle. Elle faisait l'affaire. Alors que elle, c'est son prince. D'accord? Bon. Qui est Gianna? Ce qu'il a composé, c'est ce qu'elle a vécu dans son enfance. Donc on voit que quand on est adulte, on ne devient pas adulte comme ça par magie, on passe par un long chemin déjà bien entamé avec des choses qu'on a intériorisées, comment dire ça, excusez-moi si je bug pas mal, mais des normes pour nous qu'on a intériorisé dans notre subconscient, dans notre conscient. Qu'est-ce qui fait notre norme? On a une famille, on a un raisonnement, on a un discours, on a un environnement, tout ça nous compose, on a un vécu, etc. Elle, toutes les années, elle allait voir par exemple le même film avec la famille royale et d'autres enfants de l'aristocratie, de la bourgeoisie. Et ça l'a gavée en fait, c'était un film de Noël et je ne sais quoi. Tout quotidien n'est pas le même pour tous. Et tout ça nous compose. Et elle, ce qu'il a composé, c'est voilà, tout ce qu'elle a vécu, le rapport avec ses parents. C'est tout plein de choses, des choses qu'elle n'a pas comprises parce qu'elle ne savait pas à qui parler, parce qu'elle était très renfermée. Voilà. Quand elle a rencontré le prince Charles, pour elle, c'était lui. Et elle a très vite déchanté. Mais avant d'accepter cette réalité qui n'était pas ce qu'elle voulait, elle s'est couverte de déni, de dénégation. Elle s'est dit, elle lui a pardonné à nombreuses reprises, elle a fermé les yeux pas mal de fois, elle ne voulait pas voir que depuis longtemps et depuis toujours, en réalité, il a toujours aimé Camilla. Quand vraiment elle ose voir la réalité, elle est la veille de son mariage. Et là, il y a une de ses sœurs ou une de ses cousines qui lui dit, mais en fait, on en parle partout, tu ne peux pas reculer. Et là, elle se dit, bon, elle va aller dans ce mariage, mais avec déjà l'angoisse et la boule au ventre. Parce qu'elle sait que son mari n'est pas son mari. C'est son mari formellement, administrativement, juridiquement, mais c'est pas son mari de cœur. C'est quelqu'un qui est amoureux d'une autre femme, qui en plus empiète dans sa vie, parce que le prince Charles passait beaucoup plus de temps, aujourd'hui il est marié avec elle, le prince Charles passait plus de temps à écrire, à donner son affection, son attention à Camille qu'à elle. Elle, après s'être marié, il la prenait, il se servait d'elle pour les photos, pour l'apparence, et après il la rangeait dans un coin et il la ressortait quand il en avait besoin. Et c'est ce qui a provoqué sa boulimie. Elle raconte ce moment où elle était en train d'essayer, elle était en train de prendre les mesures, donc la couturière prenait les mesures pour sa robe de mariée, donc elle était déjà pas mal stressée avec ce qu'elle avait osé voir de la réalité de son mariage dès le départ. Donc on lui prend les mesures et je sais pas, le prince Charles, il se voit, je sais plus dans quel contexte, et il lui fait cette réflexion, alors que pour elle, le prince Charles, c'est déjà tout, d'accord, c'est son tout, donc sa vie ne tourne qu'autour de lui. Quand il lui fait cette réflexion, ah tiens, t'aurais pas pris quelques kilos, ou tiens, tu n'es pas enrobée, je ne sais plus exactement ce qu'il lui dit, elle commence à se faire vomir. Et là, elle est passée, je crois, d'un 62, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement les mesures, à un 50 à peu près, en tour de taille. Elle a fondu, elle ne faisait que se faire vomir. Donc cette réflexion a provoqué chez elle un mal-être physique.
Alors, s'il ne me regarde pas, c'est parce que je suis grosse. S'il ne fait pas attention, c'est parce que je ne fais pas bien. C'est parce que je ne suis pas bien. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'elle a déchanté. Donc, j'ai beaucoup aimé en fait ce livre. C'est touchant. On a envie que cette femme soit heureuse. Finalement, elle ne l'est pas. Et au final, moi, ça m'a amené à me dire, quand une femme refuse de voir la réalité, elle en paye le prix. Quand une femme s'oublie, elle en paye le prix. Quand une femme s'oublie au profit d'un homme, elle en paye le prix. Okay? L'homme ne vous dira jamais, ou il y a très peu d'hommes qui osent le dire, fais-moi passer avant. C'est nous, femmes, qui faisons passer les hommes avant nous-mêmes. Quand on est naïf, on en paye de sa naïveté. D'accord? Donc voilà, elle a été l'agneau sacrificiel. Elle a été l'agneau qui a été sacrifié. Le prince Charles l'a utilisé parce qu'il lui fallait une vierge, c'est tout. Parce qu'il lui fallait quelqu'un, parce qu'il représentait sa famille. Voilà, ils vivent avec des conditions très strictes, la famille royale, et ils ne pouvaient pas se marier à n'importe qui. Donc c'était obligatoire que ce soit une vierge issue d'une certaine famille, de l'aristocratie, c'était de la bourgeoisie, mais ça ne pouvait pas être n'importe qui. Et donc c'était pour sauver les apparences, quitte à prendre en fait celle qu'il n'aime pas. Il n'était pas... En fait, le prince Charles n'était pas à la recherche de l'amour, parce que l'amour il avait déjà trouvé avec Camille, mais il ne pouvait pas se marier avec Camille. C'est ça le problème. Donc il s'est dit, je vais prendre quelqu'un pour sauver les apparences. Parce que j'ai 30 ans et qu'il faut que je me marie. Je suis peut-être le futur... c'est quoi le titre? Je ne sais même plus, le futur roi d'Angleterre. Je crois que c'est ça hein, le titre, je ne sais plus. Passons. Alors, le deuxième livre, Robin Norwood, c'est Femmes qui aiment trop. Pourquoi attirez-vous les hommes qui ne vous conviennent pas? La dernière de couverture. Les femmes qui aiment trop sont attirées par les hommes troubles, distants, aux humeurs changeantes, parfois alcooliques, infidèles ou obsédés par leur travail. Les femmes qui aiment trop trouvent les hommes bien plutôt ennuyeux et tombent sur des hommes qui ne parviennent pas à les aimer en retour. Les femmes qui aiment trop se sentent vides sans ces hommes, mais tourmentées en leur présence. À travers des récits authentiques et personnels, Robin Norwood nous plonge au cœur des rouages psychologiques qui amènent tant de femmes à s'enfermer dans des relations compliquées ou destructrices. Indispensable et bouleversant, ce livre aidera toutes les femmes à briser le cercle infernal de la dépendance amoureuse et de l'échec pour redevenir elles-mêmes et s'aimer mieux pour mieux aimer. C'est un livre qui explique avec des récits, d'accord, par des témoignages. En fait, elle nous refait le cheminement psychologique. Elle va nous raconter le témoignage d'une personne qui vit une relation, parfois une femme et un alcoolique, une femme alcoolique qui n'arrive pas à avoir de relation stable à travers ce genre de récit. Elle va nous expliquer en fait quels sont les rouages psychologiques. Vraiment, comment sommes-nous arrivés ou comment ces personnes-là sont arrivées dans cette situation. Et elle met en avant le fait que très souvent c'est de la dépendance, c'est très souvent de la dépendance, c'est quasiment de la dépendance. C'est un besoin pour la femme dépendante d'être importante, d'être utile dans son couple, parce qu'autrement, elle se sent transparente, elle se sent inutile, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire en sorte d'être indispensable dans leur couple, quitte à accepter l'inacceptable. Par exemple,
elle est en couple, une femme est en couple avec un homme qui trompe, au début, elle va accepter cette situation encore et encore et encore pendant de nombreuses années. Et après, elle va comprendre que si elle reste avec cet homme, c'est parce que elle se sent rien sans lui. C'est-à-dire que elle est tourmentée par cette situation, mais elle ne se voit pas sans lui. Elle se dit que sa vie prend un sens quand elle est avec lui. Donc, il y a plein d'histoires comme ça où elle nous explique ce qui m'avait marqué. Il y a une des histoires qui m'avait marqué et j'en avais parlé à une amie. Il y avait une femme, il y a l'histoire d'une femme dans le livre qui est infirmière. Et cette femme infirmière, elle est inconsciemment, mais systématiquement attirée par des hommes qui ont besoin de trouver une femme pour jouer ce rôle d'infirmière, pour jouer ce rôle d'aidante dans le couple. C'est-à-dire que, comment expliquer ça? C'est vraiment, c'est pas que la femme qui a un problème dedans, c'est le fait qu'elle va trouver quelqu'un qui a également des dépendances et qui a besoin de trouver une femme qui a besoin de trouver un sens à sa vie. Et je ne sais plus exactement l'histoire, mais c'était l'histoire d'une infirmière qui ne choisissait ses partenaires, qui choisissait que des partenaires malades, des partenaires ou des hommes qui avaient une addiction ou une maladie ou voilà, des hommes qui avaient besoin d'assistance pour jouer le rôle d'infirmière. Parce que pour elle, être infirmière, ce n'est plus un métier, c'est son identité. Donc, elle va le pratiquer dans sa sphère professionnelle, mais également, elle va jouer à l'infirmière dans ses relations de couple. Et donc, à chaque fois, elle se dirigeait inconsciemment vers des hommes qui avaient besoin d'une infirmière à leur côté. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Et ce qu'elle dit dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils se posent la question quel est le métier qu'ils veulent faire, ils ont besoin de faire un métier qui a un sens pour eux, mais ce sens devient leur identité. Et donc, il n'y a pas de barrière. Vous savez, comme on travaille, après on rentre chez nous, on va dire, je mets ce manteau. Je joue le rôle lorsque je suis dans le milieu professionnel. Après, je revête un autre manteau dans ma sphère personnelle. Eh bien non, là, il n'y a plus de porte pour jouer entre ces différentes sphères, ces barrières. Non, là, je joue en permanence le même rôle parce que c'est devenu mon identité. Et donc, si je suis infirmière, si je suis infirmière, je soigne des patients ou j'assiste des gens, et ben dans le domaine personnel, je vais faire la même chose. Je vais aller assister quelqu'un qui a besoin de moi, parce que c'est mon identité, ou je vais trouver cette alchimie avec quelqu'un qui est malade, qui est dépendant, qui a besoin qu'elle revête, qu'elle joue ce rôle qui est devenu son identité. Donc il y a plein d'histoires comme ça, je vous le conseille vraiment, ça nous permet de nous poser des questions sur nous-mêmes, ça nous permet de nous poser nous-mêmes la question, est-ce qu'on ne revête pas trop souvent, ou est-ce qu'on n'a pas oublié d'avoir notre identité personnelle en dehors de notre métier, en dehors de notre sphère professionnelle? Ça nous permet de nous poser la question, déjà, est-ce que en dehors de notre sphère professionnelle, nous avons une identité? Et aussi nous poser des questions sur le choix de nos partenaires et qui nous sommes. Parce que c'est vrai que, un exemple simple,
qui n'est pas dans le livre, mais qui pourrait même être dans le livre. Lorsqu'on va se présenter à quelqu'un, on va dire bonjour, je m'appelle tant, j'ai tel âge et je suis, par exemple, serrurier. Je suis serrurier. On va dire, voilà, bonjour, je suis Jean, j'ai 42 ans, je suis serrurier. On se qualifie par notre métier. Alors qu'on pourrait dire bonjour, je suis Jean, j'ai 43 ans, ou j'ai 26 ans, ou je sais pas moi, peu importe. J'aime jouer aux billes, j'aime aller au théâtre, et je suis un amateur, je sais pas moi, de basketball, peu importe en fait. Pourquoi systématiquement on va dire le prénom, l'âge et le métier? Donc on est plus que notre métier et on doit se constituer une vie en dehors de notre métier. Avoir un métier, c'est important. S'y sentir bien, c'est important, mais nous ne sommes pas le métier. Donc il y a un moment, on n'est pas obligé de se définir par notre métier. Donc il y a plein de récits comme ça. C'est même pas des récits, c'est des vrais témoignages. C'est des témoignages de femmes qui ne comprennent pas forcément pourquoi elles sont attirées vers un certain type d'homme. Et dans ce livre, on comprend les rouages, parce que cette psychologue, Robin Norwood, nous explique en fait le cheminement qu'on fait en fait dans notre tête, qui est les choix qu'on fait inconsciemment. Et parfois, ça vient. Très souvent également, ça vient de notre enfance. C'est des manques aussi qu'on a eu dans notre enfance qui va se révéler en fait en couple plus tard. Parfois, c'est des peurs qui remontent à la surface et tout plein de choses. Donc, ce livre, je vous le conseille, ne serait-ce que pour comprendre, essayer de voir s'il n'y a pas une de ces histoires qui ne vous parle pas. D'accord ? Parfois, ça nous parle. Moi, je sais que l'histoire de l'infirmière, tout de suite, j'en avais parlé à une amie qui est également infirmière, et je lui ai dit, parce qu'elle est dépendante, et je lui ai dit, je lui ai parlé, je lui ai dit, mais c'est dingue, parce qu'elle explique dans le livre que parfois, on choisit son métier parce qu'on a vécu. C'est-à-dire que on choisit son métier. Bien avant de choisir son métier, elle a beaucoup assisté sa mère, ses frères, et elle a toujours été celle qui assiste, celle qui portait, celle qui allait porter assistance auprès de sa mère, auprès de son père, auprès de ses frères et sœurs. C'est celle qui est la béquille finalement. Celle qui va aider, celle qui va essayer de trouver les solutions, celle qui va faire la fille droite, et elle ne se voit pas dans un autre métier qu'infirmière. Parce que pour elle, ça prend tout son sens. C'est la continuité de ce qu'elle a toujours vécu, c'est une attitude qu'elle a... c'est une attitude qu'elle a toujours eue depuis qu'elle est très jeune. Et pour elle, être infirmière, c'était une évidence. Et donc, quand on en parlait... elle me disait, bon, bah moi, je ne me vois pas autre qu'infirmière, et en même temps, si je l'ai choisi, ce n'est pas forcément à cause de mes dépendances ou autre, mais en fait, on ne fait pas le lien. Tu n'as jamais été autre, tu t'es jamais épanouie dans autre chose, tu as toujours été celle... tu as toujours été celle sur laquelle ta mère comptait, pour l'aider, pour la comprendre, etc. Et on fait peut-être pas de lien tout de suite, mais je suis sûre que ça a un lien, en fait. Parce que tout ce qu'on a vécu dans notre passé, sans vouloir faire la psychologue de bas étage, ça a un impact sur qui on est. Ça nous compose aujourd'hui. Qui on est aujourd'hui, c'est l'ensemble de ce qu'on a vécu, pas seulement enfant, mais tout au long de notre vie, tout au long de notre enfance et de notre adolescence. C'est toutes les expériences, c'est toutes les résultantes qu'on en a fait, c'est notre vision du monde qui s'est fait. Je dirais pas que ça a un lien directement, mais
c'est un labyrinthe qui fait son petit chemin et qui pourrait expliquer pourquoi on choisit tel métier plutôt que d'autres. Et elle explique très bien dans le livre. Donc je vous le conseille. Un livre que j'ai adoré, mais j'ai adoré ce livre. Je pense que je le relirai, ce livre. Je l'ai adoré. Donc il est de John J. Osborne, Un mariage sur écoute. Je l'ai adoré. Un mariage sur écoute. Je suis tombée amoureuse de ce livre. Je l'ai adoré. Alors, la dernière de couverture. Gretchen et Steve ont été mariés longtemps. Ils ont 2 enfants et des métiers prenants. En bref, des vies bien remplies. Tout allait bien jusqu'au moment où ils se sont séparés. Pour trouver une issue au conflit qui les déchire, ils ont décidé d'aller consulter un conseiller conjugal. Entre les murs du cabinet, ces 2 personnages vont parler, tenter de tout se dire. Vexation, rancœur, ambiguïté des sentiments, tout y passe. Ce couple, en crise, essaye de surmonter la fracture, mais un tel projet peut-il aboutir? Se parler était suffisant pour créer la voix d'un couple. Un mariage sur écoute est un huis clos d'un genre un peu spécial. Il n'est jamais question d'un crime, mais de la mort d'un amour. D'accord? De la mort d'un amour. Dans un couple, au début, il y a de l'amour, puis l'amour se meurt. Donc là, on est dans la phase où l'amour se meurt. Le couple déchante et ils n'arrivent plus à s'entendre, donc ils se séparent. Et là, ils essayent d'aller voir un conseiller conjugal pour essayer de comprendre pourquoi il y a ce désamour. Dans ce roman presque entièrement dialogué qui rappelle le dispositif narratif de la série In Treatment, en analyse, John J. Osborne explore le mariage avec tendresse, férocité et un sens redoutable de la mise en scène. Né en 1945, John J. Osborne est avocat et écrivain. L'un de ses romans, The Paper Chase, je crois qu'on dit Chase, non Chase, je crois qu'on dit The Paper Chase, a été adapté au cinéma en 1973, puis en série pour la télévision. Traduit en anglais, États-Unis, par Mark Amfreville. Donc voilà, c'est un livre que j'ai adoré. Donc, qui traite d'un cas spécifique, le désamour dans un couple. C'est touchant. Au début, ils se font la guérilla. Au début, c'est la guerre. Au début, ils ne peuvent plus se supporter. Se supporter. En plus, dès le début du livre, on comprend qu'il y a un manque de compréhension. C'est-à-dire, la femme dit une chose, elle ne supporte pas le comportement de son mari, etc. Elle lui reproche certaines choses et son mari à contrario, ou pas son mari à contrario, mais son mari en face, il ne comprend pas ce qu'il a fait, il ne comprend pas, lui aussi il ne supporte pas certains comportements que sa femme a, et c'est comme ça, ils vont se déchirer, ils sont en rivalité et vraiment on ne sait pas d'où ça part. Et en fait, on comprend, sans vouloir vous spoiler, on comprend que déjà il y a une incompréhension et il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses qu'on enfloue. C'est comme ça qu'on dit, on enfloue, des choses qu'on renferme en nous, qu'on ne veut pas dire à l'autre, qui finit par nous étouffer et on finit par regarder la personne avec mépris en fait. Au lieu de communiquer petit à petit, lorsqu'on est en couple, il y a des choses qu'on ne veut pas dire de peur de vexer, de peur de blesser, donc on les garde pour soi, mais ces choses-là, on les accumule au fil des années. Donc eux, ils ont vécu dans leur mariage avec des choses qu'ils avaient à se dire, des choses qui n'allaient pas, des changements, des constats, des choses qui auraient fallu mettre sur la table. Ça n'a pas été fait
ça s'est accumulé des deux côtés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupable. Les deux sont responsables de la situation. Et c'est ce qui a fait que c'est arrivé à ce stade ils n'arrivent plus à se supporter, ils ne se supportent plus, ils ne se comprennent plus, ils ne s'entendent plus, ils ne se parlent plus, ils ne font que s'aboyer. Et à la fin, il comprend, je ne vais pas dire la suite, bien évidemment. Pour le livre d'après, c'est une vidéo qui est longue et je m'en excuse, mais je n'ai pas le choix. Alors, c'est un livre de Saverio Tomasola et Charlotte Wells, je crois qu'on dit, la charge affective, comment éviter le burn-out émotionnel. Donc la charge affective, comment éviter le burn-out émotionnel, édition Larousse. Donc on parlait des non-dits avec le précédent couple, avec le précédent livre. Et ben c'est complètement ce livre. C'est complètement ce livre, d'accord? La charge affective. On prend tellement sur nous qu'à la fin, on explose. Alors qu'on devrait parler et mettre sur la table les choses quand elles sont encore insignifiantes, quand elles ne font pas trop de dégâts. Il y a des gens comme moi, je vais le dire, on ne dit pas les choses, on accumule et après on accumule tellement qu'on explose. On explose à tel point que la personne en face va se dire mais je t'ai rien fait pour te mettre dans un tel état, tu as une réaction disproportionnée, il faut vraiment aller te faire soigner. En fait non, c'est qu'on a des choses à dire, qu'on ne veut pas les dire, qu'on veut laisser passer, qu'on ne doit pas laisser passer et à la fin on exècre la personne, on ne la supporte plus, on ne la piffre plus et on se retrouve à la mépriser. Donc voilà. Alors la dernière de couverture. Vous avez déjà entendu parler de la fameuse charge mentale, cette préoccupation souvent usante pour réussir à tout organiser au quotidien. Mais savez-vous ce qu'est la charge affective? Elle se manifeste sans crier gare, quand une accumulation de sentiments, d'émotions fortes ou de contrariété nous déborde et finit par nous faire craquer. Relations compliquées, déception, choc émotionnel, quel que soit notre tempérament, nous sommes toutes et tous concernés à un moment ou un autre de notre vie, parfois de façon très inattendue. Afin de prévenir le surmenage affectif, cet ouvrage vous donne les clés pour identifier les signes d'épuisement, fatigue, irritabilité, perte de confiance, insomnie. Il propose de nombreux conseils et exercices pour réguler nos émotions en apprenant à mieux connaître nos ressources et surtout nos limites. Saverio Tomasola est psychanalyste, docteur en psychopathologie, fondateur de l'Observatoire de l'ultrasensibilité. Il est chercheur en psychologie et écrivain. Charlotte Wells, je crois qu'on dit Wells, est psychopraticienne et coach certifiée, spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Elle est également conférencière. Donc ce livre, je vous le montre encore, si vous voyez bien. C'est un livre qui pourra expliquer, qui vous expliquera comment gérer vos émotions. Moi, j'ai pris ce livre parce que vraiment, quand je suis... C'est pas qu'en couple, hein, c'est dans toutes mes relations. La dernière fois, je parlais à ma sœur et à une amie et je leur disais, je suis une vraie, excusez-moi de l'expression, une vraie bouffonne au travail. Pourquoi? Parce que je préfère subir plutôt que d'être en conflit ou d'aller en conflit avec la dentiste. Pourquoi? Parce que j'ai peur de ce qui va en découler. J'ai peur qu'elle me foute la misère, c'est-à-dire que j'ai peur qu'elle me fasse, vous savez, ces petits coups bas, le fait de mal me parler, le fait de me traiter comme... Je ne supporte pas ça, je sais que je ne pourrais pas le supporter. Je préfère
baisser, je préfère ne même pas montrer les armes, je préfère me dire, ok, bon, c'est pas grave, je sais que ça se fait pas, que ça ne devrait pas se faire, je sais que je devrais, comment dire ça, je devrais mettre un frein, en fait, dire les choses, mettre les points sur les i, m'affirmer, mais je pourrais le faire, j'ai trop peur de me retrouver dans une situation que je ne vais plus pouvoir supporter. Parce que je préfère subir, je vous le dis honnêtement, je préfère subir des choses qui ne se font pas, comme par exemple des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, alors que ça ne se fait pas du tout, et c'est ce que je vis, même si voilà, je ne le mets pas en avant, plutôt que de toujours aller en conflit et lui dire bon bah voilà, j'ai fait des heures supplémentaires, vous ne me les payez pas, vous ne faites pas attention, etc. etc. Vous ne relevez pas, vous ne les comptez pas dans mon salaire, etc. Et quand il y a des jours à enlever, vous les enlevez. Plutôt que d'aller en confrontation, je préfère me dire bon c'est pas grave, de toute façon je ne resterai pas indéfiniment dans le métier dans lequel je fais, j'aspire à plus, à mieux, je dirais entre guillemets, et un jour cette situation se finira, donc pour l'instant je préfère le vivre, et parce que je vois comment ça se passe avec la collègue, je vois que c'est jamais pris en compte, je vais pas moi-même me fâcher, alors vous me payez mes heures sup, etc. C'est pas moi je suis une petite fleur, je suis une petite fleur, en fait je suis une vraie bouffonne, et ça ne devrait pas se faire. Moi j'admire les gens qui ont le culot de dire, qui ont le toupet, alors que c'est complètement leur droit en fait, ils ont fait des heures sup, ils doivent être payés, c'est comme ça en fait, c'est pas autrement. Leur confiance d'aller devant la supérieure hiérarchique et lui dire non, il y a ça, il faut rectifier ça, j'ai fait des heures supple à ce moment-là, vous ne me les avez pas comptées, etc. Vous savez, jouer le petit flic, vous n'avez pas fait ça, vous m'avez pas compté ça. Je lui dis jouer le petit flic, mais c'est un peu ça, sans l'être. C'est un droit. On travaille, on doit être payé, d'accord, être toujours derrière son patron, j'ai fait ça, j'ai fait ça, vous me devez ça, tout comme il pourrait vous dire, je vous paye, vous faites ça, d'accord, c'est dans les deux sens, sauf que qui a le pouvoir dedans, et c'est une question de pouvoir, c'est le patron. C'est le patron qui paye, qui fait le chèque à la fin. C'est lui qui a le pouvoir, c'est pas vous. Donc, je pense, et je dis pas que c'est le cas, je pense qu'on ne peut pas, se mettre dans cette position de vous n'avez pas fait ça, vous me devez ça, je dis pas que ça ne se fait pas. Je dis que c'est inconfortable dans notre position de salarié, d'employé. Et quand vous réfléchissez, il faut être stratégique, quand vous réfléchissez, qui est la personne qui va sauter? C'est vous ou c'est la personne qui fait le chèque? C'est vous. Si il est mécontent de votre comportement parce que vous le reprenez à chaque fois, parce que vous n'êtes pas content, parce qu'il ne vous paye pas vos heures sup, parce qu'il vous a parlé comme je ne sais quoi, etc., parce que vous faites des choses que vous ne devez pas faire, un exemple, que vous le revendiquez, il est en position de vous dire « Non, mais en fait, tu veux pas fermer ta gueule ?» Grossièrement, d'accord? En vrai, il va pas vous dire ça, mais c'est un peu ça. Il va vous dire « Mais en fait, tu veux pas fermer ta gueule? Eh ben, tu sais quoi? Tu iras chercher un autre boulot. » Sauf qu'on est dépendant de ce travail. On est dépendant parce que on est pieds et mains liés, on a besoin de ce chèque, on a besoin de notre salaire pour vivre. On mange avec ce chèque, on se loge, on s'habille, d'accord? Donc on ne peut pas faire comme si ça ne pouvait pas nous toucher, ça nous touche de plein fouet. Quand on commence à agir en se disant bah j'ai rien à perdre, je te dis ok. Quand c'est ta vie que tu joues, tu es beaucoup plus craintif.
Pour le troisième livre, et je vais aller beaucoup plus vite, le troisième livre, c'est un roman de Françoise Bourdin, Nom de jeune fille. C'est un roman qui parle aux femmes, d'accord? Qui parle aux femmes. Je vais vous lire très vite la dernière de couverture. Pour se consacrer à son mari, grand patron en cardiologie, et à ses 2 enfants, Valérie a renoncé à une prometteuse carrière de médecin. À Rouen, elle mène l'existence dorée d'une épouse de notable, jusqu'au jour où elle découvre qu'elle est une femme trompée. Elle quitte le domicile conjugal et entame une procédure de divorce. Mais à 37 ans, retrouver une indépendance matérielle et reconstruire une vie affective est un parcours semé d'embûches. S'imposer à nouveau dans le milieu médical en reprenant ses études devient alors un véritable défi, car elle compte bien regagner sa liberté. Très rapidement, c'est une femme, j'ai adoré ce livre aussi, c'est une femme qui a fait de longues études, mais elle n'a pas longues études de médecin. Elle n'a pas travaillé, c'est-à-dire à la fin de ses études, en fait, elle a rencontré son mari, ce qui va devenir son mari. Elle l'a rencontré durant ses études, dans l'hôpital où elle faisait ses études. Quand elle a été diplômée, en fait, très rapidement, il l'a mariée et il lui a demandé, en fait, de jouer la femme au foyer. Résultat, elle a même pas commencé sa carrière qu'elle a directement arrêté. Non, oui, c'est ça, ouais. Elle n'a pas été diplômée. Est-ce qu'elle a été diplômée? Je me souviens plus si elle était ouais, elle a commencé ses études de médecine, qu'elle n'a pas terminé, ou qu'elle a terminé, je ne sais plus exactement. Je sais que elle a joué la femme au foyer, elle vivait au crochet de son mari, qui gagnait très très bien sa vie. Quand elle apprend qu'elle a joué la femme fidèle, qui s'occupe des enfants, alors qu'elle n'est pas heureuse, elle avait envie secrètement d'aller travailler, d'avoir son indépendance, mais comme c'était le souhait de son mari, bon, elle a dit, bon, d'accord. Quand elle a appris qu'elle était une femme trompée, elle s'est dit, ça va pas se passer comme ça. Elle demandait du divorce, elle a continué ses études. Donc, le défi, c'est qu'elle avait 2 enfants et qu'en parallèle, elle vivait plus, elle arrêtait de vivre au crochet de son mari, donc elle avait beaucoup moins de moyens. Heureusement qu'elle avait ses parents. À côté, elle devait continuer ses études, se réaffirmer. Il me semble qu'elle était diplômée quand même. Elle devait se réaffirmer, donc elle postulait. Les gens lui demandaient pourquoi elle n'avait pas de carrière, pourquoi ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas exercé. Elle expliquait sa situation. Elle devait s'affirmer. Il y avait des choses qu'elle n'avait pas oubliées parce qu'elle lisait toujours les revues, etc. Mais vous savez, voilà, elle devait regagner la confiance, se remettre dans ce cadre de je suis une professionnelle, je suis une professionnelle de santé, j'exerce, je connais mon métier, même si je ne l'ai pas tout de suite fait. Elle devait acquérir en fait de l'expérience pour avoir davantage de confiance, etc. Et c'est un parcours du combattant parce que voilà, elle manque de moyens. Enfin, ses revenus, elle a beaucoup moins de revenus, elle est plus aussi confortable matériellement, donc voilà, et ça va être gratifiant en fait pour elle de retrouver son indépendance, ce nouveau défi. Elle aime ce qu'elle fait, elle a toujours aimé, et quelque part elle s'est oubliée. Donc moi j'ai adoré ce roman, voilà. Pour le prochain livre, John Gray, que vous connaissez certainement. Il a fait de nombreux livres sur les relations hommes-femmes. Au-delà de Mars et Vénus, passer à un amour supérieur. Au-delà de Mars et Vénus, donc voilà. Si les hommes... Je ne vous l'ai pas montré. Est-ce que vous le voyez bien? Parce que là, avec la lumière, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Si les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, c'est aussi le cas de leurs hormones. Ce sont même ces dernières qui nous rendent si différents. Aujourd'hui, la vie de couple a évolué et les rôles se mélangent, créant des déséquilibres hormonaux qui mettent en péril le fonctionnement d'une relation.
Afin de nous adapter à ces changements, John Gray nous dévoile les clés pour identifier les besoins relatifs à chaque sexe sur le plan hormonal et surtout pour les combler. Il nous donne des conseils simples mais complets qui nous permettront d'équilibrer les côtés masculins et féminins qui existent en chacun de nous, de gérer notre stress et de révéler notre personnalité authentique. Un guide pour réconcilier nos parts de féminité et de masculinité et enfin accéder à une forme d'amour supérieur et faite pour durer. Célèbres dans le monde entier, les séminaires de thérapie conjugale que John Gray organise depuis plus de 20 ans ont fait sa réputation. Tous ses livres sont des best-sellers. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires et a été traduit en 46 langues. Donc voilà. Déjà, je ne me fais pas droit. Alors, voilà. De John Gray. Alors, c'est un livre qui nous explique que dans chaque être humain, il y a une part de féminité et une part de masculinité, qu'il y a des êtres humains où l'un prend le dessus sur l'autre, que normalement, la femme a plus d'œstrogène que de testostérone, mais tout de même, la femme a un petit peu de testostérone et normalement, l'homme a beaucoup plus de testostérone, mais il a également un petit peu d'œstrogène. Chez certaines femmes, il y a beaucoup de testostérone, comme chez certains hommes, il y a beaucoup de l'hormone, il y a beaucoup d'œstrogène, d'accord, l'hormone. Donc, si on n'équilibre pas bien ces hormones-là, dans un point de vue premièrement physiologique et après psychologique, je crois, de par notre comportement en fait. Donc en premier, il faut le réguler, ça dépend de notre fonctionnement intérieur, d'accord, notre corps. Ça dépend également de notre manière de réfléchir et de notre comportement. Il y a des femmes qui ont une attitude et un certain physique, avec peut-être les épaules carrées, un visage un petit peu carré. C'est une caractéristique d'hormones, je ne sais pas si on peut dire caractéristique, mais c'est masculin en fait, d'avoir un petit peu des épaules carrées, un visage un petit peu carré, la voix un peu plus grave, parfois avec un physique un peu plus imposant, on veut tout faire soi-même, voilà. Il n'y a pas que notre physique, il y a également notre comportement. Et à contrario, tu as des hommes qui sont beaucoup plus sur leur féminité, et peut-être trop, et ce qui fait qu'en couple, ce genre de déséquilibre, on ne sait plus qui joue qui, d'accord ? On ne sait pas si c'est à l'homme de jouer le rôle d'homme ou c'est à la femme de jouer le rôle de la femme. Et il prend, moi, l'exemple qui m'a marqué, c'est cette femme chef d'entreprise qui va donner des ordres, ça va être très carré dans son travail en entreprise, dans la sphère professionnelle. Et quand elle rentre au travail, elle va se renfermer, elle ne va pas avoir besoin de câlins avec son partenaire, elle va être beaucoup plus froide. Elle va pas parler, vous savez, nous les femmes, on est pipelettes, ça dépend, mais on aime parler, on aime tout ce qui est câlin. C'est pas toutes les femmes, mais généralement, on est beaucoup plus dans la communication, on est câline, on est affectueuse. Et quand on a ce comportement de chef d'entreprise dans notre sphère professionnelle, on est obligé de gérer nos émotions, ça peut en pâtir sur la sphère personnelle, dans notre couple, où on va, sans nous en rendre compte, comment dire ça, on va être beaucoup moins démonstrative, on va être beaucoup plus dans la retenue, alors que notre partenaire a besoin d'une femme qui joue son rôle de femme, proprement parlé. Tu sais, on dit qu'une femme c'est doux, ça demande les câlins, ça appelle, alors t'es où, etc. Et là, c'est une femme qui est constamment dans la réserve parce que dans le cadre de son travail, elle est obligée de garder ses émotions et en fait,
comme elle est obligée, parce qu'on travaille, c'est la majorité de notre temps, et en fait, arrivée à la maison, elle reste sur ce comportement-là. Et son couple peut en pâtir. Donc, son partenaire peut se demander, en fait, j'ai une femme qui est peu affectueuse, elle ne demande pas les câlins, elle est peu démonstrative, voilà, ça peut dérégler le couple, en fait. Donc, c'est l'exemple que j'ai gardé de ce livre. Alors, ce livre, je l'ai aussi adoré. Alors, déjà, je ne mets pas le livre droit. Alors, Laurent Counel, Le jour où j'ai appris à vivre. C'est un roman. Alors, dernière de couverture. Imaginez, vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche, quand soudain, une bohémienne vous saisit la main pour y lire votre avenir. Amusée, vous vous laissez faire. Mais son regard se fige. Elle devient livide. Ce qu'elle va finalement vous dire, vous auriez préféré ne pas l'entendre. À partir de là, rien ne sera plus comme avant. Il vous sera impossible de rester sur les rails de la routine habituelle. C'est ce qui va arriver à Jonathan. À la suite de cette rencontre troublante, il va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi, ponctuée d'expériences qui vont changer radicalement sa vision de la vie. Il va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi, ponctuée d'expériences qui vont changer radicalement sa vision de sa vie, de la vie. Alors, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que on est beaucoup trop influençable par notre environnement. On est influençable pas que par notre environnement, mais également les gens qu'on fréquente, qu'on rencontre, les expériences qu'on va vivre et ainsi de suite. Moi, j'ai aimé parce que il avait un rapport avec son... Ouais, c'est ça, hein. C'est pas le deuxième livre que j'ai lu, alors il faut pas que je me trompe. Je sais plus si c'est sur ce livre-là. Ouais. Alors moi, j'ai aimé ce livre, mais avant ce livre-là, et d'ailleurs c'est un livre que j'ai pas sorti, c'était pareil, Laurent Counel. Alors, sur ce livre-là, Le jour où j'ai appris à vivre, c'est une femme qui va lui annoncer, qui va lui lire l'avenir avec les traits de sa main, qui va lui annoncer une mauvaise nouvelle et sa vie va s'arrêter. C'est-à-dire qu'à partir de là, ça va vraiment le préoccuper et il va essayer de retrouver cette bohémienne, il va essayer de... Toute sa vie va être remise en question et ça va l'empêcher en fait de vivre. C'est les croyances, c'est les croyances qui... En fait, il a cru en cette femme, il a cru en cette mauvaise nouvelle. À aucun moment, il a remis en doute ce qu'elle lui avait dit. Il a pris au pied de la lettre et donc il s'est... comment dire ça, c'est comme si au moment où il apprend qu'il va mourir, sa vie défile sous ses yeux. D'accord ? Il va essayer de comprendre ce que c'est que la vie, pourquoi il va mourir, pourquoi c'est son destin, pourquoi... Il va essayer d'y trouver un sens. Ça fait réfléchir, voilà. Du même auteur... c'est un homme. Du même auteur, j'ai lu un livre que je n'ai pas, je ne sais pas où je l'ai mis. C'était pareil, un roman super sympathique qui nous fait réfléchir et c'était sur le rapport à soi-même. C'est-à-dire que dans le livre, c'est un homme qui est mal à l'aise avec son physique. Il pense qu'il ne plaît pas. Pourquoi ? Parce que pour lui, l'idée qu'il a de lui-même, l'image qu'il a de lui-même, c'est un homme qui n'est pas assez bien physiquement, d'accord ? C'est un homme qui ne plaît à aucune femme. Et en fait, au cours de ce roman, que je ne peux pas vous montrer parce que je ne sais pas où il est,
au cours de ce roman, on apprend que, en fait, c'est la vision qu'il a sur lui-même. Donc, c'est un autre roman, hein. Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Mais, comme c'est du même auteur, je vais vous en parler. Au cours de ce roman, que je ne sais plus le titre d'ailleurs, il va découvrir que c'est la vision dure qu'il a de lui-même. La vision... c'est la vision qu'il a sur son propre physique, c'est le jugement, c'est même pas la vision, c'est le jugement qu'il porte sur son propre physique, qui l'empêche de faire des rencontres, qui l'empêche de séduire les femmes. C'est pas son physique, c'est ce qu'il pense de lui. Et ce roman, je l'ai adoré, parce que les femmes n'ont rien, ils le trouvent charmant, et lui, parce qu'il reste cantonné à « non, je ne plais pas aux femmes, je suis pas beau, je suis pas assez musclé ou je ne sais quoi », je ne sais plus exactement, il se met des barrières et ça l'empêche de rencontrer des gens. Et bah, ce roman, il est extraordinaire. Donc, Laurent Gounel fait des romans qui permettent de réfléchir. C'est pas dans les relations amoureuses, d'accord ? Mais il y a matière à réfléchir. Parce que moi, je l'ai également constaté. Un exemple avec quand j'ai les cheveux courts et quand j'ai les cheveux longs. Quand j'ai les cheveux avant, quand j'avais les cheveux courts, je me trouvais désarmée. Je trouvais que je plaisais pas. Les cheveux courts, c'est homme. Avant, c'était mon raisonnement. Parce que j'ai les cheveux courts, je ne plais pas. Les hommes ne vont pas me regarder, ils ne vont pas vouloir me parler et faire connaissance avec moi parce que je n'ai pas de bons cheveux. Et au fil du temps, j'ai compris que c'était mon regard, en fait, qui était dur. C'était moi qui pensais que je ne plaisais pas aux hommes parce que j'avais les cheveux courts. Ce qui est faux. Il y a des hommes qui aiment. Après, ça dépend du visage. Si tu es jolie, l'homme, peu importe si tu as les cheveux longs, sauf s'il a une préférence, mais si tu as les cheveux longs, peu importe si tu as les cheveux longs ou les cheveux courts, si tu lui plais, si tu as un beau visage et tu lui plais et que vous avez un bon feeling, c'est pas tes cheveux longs, c'est pas tes cheveux courts qui vont l'empêcher de rentrer en relation avec toi. Donc c'est psychologique. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce roman. Très rapidement également, donc il reste 2 livres et après je sais même pas... Bon, très rapidement, il reste 3 livres. Très rapidement, de Michel Lejoyeux, Du plaisir à la dépendance, Nouvelle addiction, nouvelle thérapie, bien-être, de l'édition Point. J'ai acheté ce livre en réalité parce que il y avait Marilyn Monroe. Et je me suis dit, ah, ça doit être son histoire. En réalité, c'est pas son histoire, mais on comprend pas mal de choses sur elle. Ce livre, je l'ai acheté, donc ça traite du plaisir à la dépendance, la dernière de couverture. Marilyn, une droguée moderne, l'image peut choquer et pourtant. L'aliénation aux psychotropes, mais aussi une passion compulsive pour l'image. La consommation effrénée, les relations toxiques, voire la fascination pour notre propre corps, autant de dépendances douloureuses, souvent ignorées ou cachées, qui empoisonnent notre existence. Comment retrouver le chemin de la liberté ? La névrose du siècle est bien celle de la dépendance, et si nous décidons d'être libres ? Michel Lejoyeux est professeur de médecine à l'université Paris 7, chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat. Il a mené de nombreuses recherches sur les troubles du comportement fréquents et méconnus. Il est notamment l'auteur de Vaincre sa peur de la maladie et d'addictologie, une véritable thérapie de la liberté, entre guillemets, selon le magazine de psychologie. Donc je vous le remontre encore. J'ai lu très vite, j'en suis désolée, mais ça fait un moment, je pense que ça doit vous faire chier déjà le temps de la vidéo. C'est un livre que j'ai aimé. Bon, voilà, ça traite de la dépendance, ça traite de la dépendance. Comment il dit ça? C'est quoi sa phrase déjà? C'est très bien résumé. En dernière de couverture, il dit voilà.
les relations toxiques, la dépendance aux relations toxiques, voire la fascination pour notre propre corps, autant de dépendances douloureuses. Donc voilà, notre image aujourd'hui a pris le dessus sur toute autre chose. On voit bien avec les réseaux sociaux et principalement avec Instagram, les photos, etc. Nous sommes qu'une société de paraître, il n'y a plus de profondeur, nous sommes que dans la surface, on ne porte que des masques. Alors bien évidemment, on porte tout le temps des masques et les masques changent, il y a tellement de masques qu'il y a de situations. Mais le problème n'est pas les masques, le problème c'est que à force de porter des masques, parfois des masques qui ne sont pas nous, on finit par s'y perdre. Ça peut être des masques qui reflètent comment dire ça, une petite partie de notre personnalité. Personnalité peut être multiple. Et on peut vouloir montrer une partie plutôt que l'autre de notre personnalité. Donc c'est pour ça que je dis on peut revêtir un masque plutôt qu'un autre, en fonction de la situation, du contexte, des gens avec qui on est, de notre famille, de notre entourage, etc. Mais le problème aujourd'hui, c'est que on s'invente on s'invente une personnalité, on s'invente des goûts, on a besoin d'être validé par les autres, etc. Et ça démontre, en fait, ça cache de la dépendance, ça crée des mal-être, ça crée de la dépression, on ne s'y retrouve plus. Donc c'est un livre qui traite, voilà, avec plusieurs histoires, Marilyn Monroe, c'est diverses relations amoureuses qui ne sont jamais... avec des hommes qui ne sont uniquement fascinés par son image et par son physique, qui ne la connaissent pas réellement. Elle est mal dans sa peau, elle a besoin de son apparence pour vivre, elle a besoin de psychotropes, de l'alcool et du regard des hommes pour vivre, pour exister. Autant de dépendance qui crée la dépression, bref, ça tourmente. Et c'est un livre intéressant que vous pouvez lire. Ça traite aussi d'une partie de la relation qu'on a avec les autres, d'accord? Parce que ce n'est pas anodin d'exister que dans le regard des autres. Il faut vraiment se poser la question, si vous êtes des mini Marilyn Monroe, à tout le temps vouloir être bien habillé, bien maquillé, bon là je caricature avec les femmes, mais ça peut être les hommes aussi, il faut systématiquement être riche, il faut être bien habillé, il faut paraître, etc. On peut s'y perdre dans tout ça. Et ça peut créer un profond mal-être. Et vous savez qu'il y a des gens qui finissent par se suicider. Donc, c'est compliqué. D'accord? C'est compliqué. Il faut très vite s'en apercevoir pour essayer de traiter la dépendance. Aller voir un professionnel. Déjà, s'en apercevoir, s'en rendre compte, c'est pas mal. D'accord? Dans une société qui se fourvoie, une société qui passe son temps à se mentir. Donc voilà. Dernier livre, et après l'intelligence émotionnelle, dernière de couverture. Le QI d'une personne n'est pas suffisant pour définir son intelligence car il néglige une part essentielle du comportement humain, les réactions émotionnelles. Cette autre forme d'intelligence est la capacité à percevoir, maîtriser, exprimer ses sentiments et ses émotions, ainsi que ceux d'autrui. Elle influe sur notre self-control, notre motivation, notre intégrité, mais aussi sur nos relations avec les autres. Elle permet de mieux communiquer et analyser notre entourage social ou professionnel. Pour Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle est le meilleur prédicteur du succès et de réussite. En apprenant à accepter nos ressentis, nous développons nos compétences et nos aptitudes. Daniel Goleman, docteur en psychologie, il a enseigné à Harvard et il a été journaliste au New York Times. Ses livres sont aujourd'hui des best-sellers. Donc voilà, j'ai lu ça un petit peu de manière cochon, vous allez m'excuser. Tout est dit en fait dans la couverture. Je ne sais pas si vous voyez le schéma. Maîtrise de soi, comprendre ses émotions,
conscience de soi, gestion des relations, conscience sociale. Donc voilà, ça nous donne, ça traite de l'intelligence émotionnelle, la maîtrise de soi. Je sais même pas si c'est dans ce livre-là aussi où j'ai lu l'histoire des bébés. Les bébés, ouais, je crois que c'est l'histoire des bébés. Il y a l'histoire aussi dedans des bébés. Vous savez, ils ont fait un test sur des bébés, c'est très malheureux d'ailleurs. Ils ont fait un test sur des bébés de femmes, ouais, parce que ça peut pas être d'hommes en même temps. Alors, ils ont nourri les bébés, ils les ont changés. Donc, il y a eu l'hygiène et la nourriture. Jamais de câlins, jamais de bisous, jamais de tendresse. Et ce qui en a découlé, c'est que les nourrissons en sont morts. Parce qu'ils manquaient d'affection, d'attache. Donc, ils n'ont pas survécu. À cause de du manque, en fait, du manque de lien, en fait, avec une autre personne, avec un être humain. Un bébé, ça a besoin de tendresse, c'est très dépendant, un bébé de la mère, du père, d'un adulte, en fait, parce que ça ne fait rien seul, mais ça montre que l'intelligence émotionnelle est au cœur de la sphère personnelle comme de la sphère professionnelle, parce que pour vivre avec les autres, pour comprendre les autres, pour se comprendre, etc., il faut avoir cette intelligence. Donc voilà. Une dernière chose, mais alors vraiment une dernière chose, je sais que cette vidéo, elle est grave parce qu'elle est très longue. Actuellement, je lis des plaidoiries, et bon, j'en ai terminé avec les livres, c'est tout ce que j'ai comme livre, d'accord? Là, je vais vous lire, j'ai fait un constat, et vraiment, je voudrais vous le partager, il faudrait que vous me donniez votre avis en commentaire. En ce moment, je lis. On veut ma tête, j'aimerais en avoir plusieurs à vous offrir. L'affaire Landru, 1921, suivi de Nous voulons des preuves, l'affaire Dominici, 1954. Donc, c'est du judiciaire, ça n'a rien à voir avec les relations. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous poser, que je voudrais vous partager. En ce moment, je lis beaucoup de plaidoiries et c'est pas la première fois que je fais ce constat. La dernière fois, il y a un moment déjà, sur Netflix, j'avais regardé un documentaire sur un fou cinglé, un psychopathe qui s'amusait à tuer les femmes. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, qui m'a dégoûté, qui m'a désemparée. C'est le fait que cet homme, je ne sais plus son nom, tellement il ne vaut même pas la peine en fait que je retienne son nom. Ça date des années, mais enfin bref. Cet homme, il massacrait les femmes. Il massacrait les femmes. C'était, est-ce que c'était en France ou aux États-Unis? C'était aux États-Unis. Il massacrait les femmes. Tu avais le malheur de te retrouver sur son chemin. S'il avait il avait le malheur de poser le regard sur toi, c'était foutu, ok? Dans la rue, comme ça, il rencontrait des femmes et il leur faisait des choses atroces. Je ne sais plus s'il les violait, mais en tout cas, elles perdaient la vie. Okay, il les fracassait. Un jour, il est rentré dans une... Je ne sais plus si c'était un pensionnat et il a tué les femmes. Alors, il y a eu un... Je ne sais plus comment le mec s'appelle. Comme je vous dis, il ne vaut même pas la peine que je retienne son nom. Il y a eu un complexe. Je ne sais pas, il y avait un rapport bizarre avec sa mère qui fait qu'il se vengeait auprès des autres femmes. Il a vraiment aimé une femme qu'il n'a pas fait de mal, mais toutes les femmes qui l'ont croisé, qui sont tombées sous son charme, des femmes comme ça rencontrées dans la vie, sur une plage, dans une fête ou autre, elles avaient un triste destin parce que elles ne survivaient pas. Et ce mec a été arrêté plusieurs fois, il s'est évadé. Il a été de nouveau arrêté, donc ils l'ont retrouvé, arrêté, de nouveau échappé. Bref, il s'est échappé 2-3 fois. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais enfin bref.
Et lors de son procès, lors de plusieurs de ses procès, il y avait une foule de femmes. Quand je vous dis il y avait une foule de femmes qui ne venaient pas pour assister au procès. Ce sont des foules de femmes qui venaient parce que monsieur était beau. Vous savez à quel point ça donne envie de vomir. Le mec massacrait des femmes. Et tu as des femmes qui ont dû le voir à la télé, ont voulu assister à son procès. Donc il y avait une audience comme ça où il y avait une foule de femmes qui étaient là parce que elles trouvaient que cet homme qui massacrait les femmes était beau. Ça m'a écœurée. Je ne comprends pas. Je comprends pas parce que pour moi, il y a deux contextes qui sont très différents. Peut-être qu'il y en a d'autres. Par exemple, quand tu rencontres quelqu'un et que cet homme est un barjot, mais tu ne le sais pas. Peut-être un barjot, un manipulateur. Je parle de femmes qui vont rencontrer des hommes parce qu'on parle des femmes là, d'accord? On sait très bien que des femmes aussi, enfin des hommes peuvent rencontrer des femmes complètement zinzin. Mais là, je parle pour les femmes et on sait qu'il y a des femmes, vous, moi, on peut tomber sur des personnes, on va tomber amoureux d'eux, on va tomber amoureux de cette personne et on va savoir que par la suite, après être tombé sous son charme, après être tombé amoureux, après un certain temps, on va tomber amoureux et déjà, il y a le déni, donc on ne veut pas voir la réalité, on ne veut pas voir déjà quand on est amoureux qui est cette personne réellement, donc il y a un déni. Et après, quand enfin on ouvre les yeux, on se dit, putain, ouais, effectivement, c'était pas la personne que je croyais. Au départ, on ne savait pas. Là, mon problème, c'est que ce sont des femmes qui savent qui est cette personne. Parce que dans les journaux, télévisés ou papier, il était écrit les atrocités qu'il faisait. Il tuait, il faisait vraiment un carnage. Et tu as des femmes comme ça qui viennent aux audiences. À un moment, on voit une scène où, parce qu'il y avait tellement de femmes en fait à l'intérieur le jour de ce procès, de cette audience, il y avait tellement de femmes qu'il n'y avait pas assez de place et il y avait des femmes à l'extérieur qui étaient là, mais vraiment parce que le mec était beau, alors que c'était un psychopathe. J'ai pas compris comment on peut venir à un procès juste parce que l'homme est beau, alors qu'on sait même ce qu'il a fait, alors qu'on sait ce qu'il a fait. On sait que c'est un barjot dans sa tête. Je suis sûre qu'on lui fait passer un scanner, si on le faisait, parce qu'il n'est plus là aujourd'hui, si on lui faisait passer un scanner, le mec était barjot. Il devait, je pense, lui manquer un lobe. Mais ça n'empêche pas, je ne comprends pas la psychologie de ces femmes. Ah, il est beau, et on les voit tout admiratrices. Ah, il est trop beau, il est charmant, il est truc. Et ça m'a donné envie de gerber. Dans ce livre que je lis actuellement, L'Enfer Landru, d'ailleurs, je me demande même pas si c'est lui. Non, c'est pas lui parce que c'est pas la même histoire. L'affaire Landru, c'est un mec, ça commence au début, c'est un escroc, après il va finir par être meurtrier, il va tuer 10 femmes qu'il va découper et brûler. Je vous ai pas dit. Dans le documentaire que j'ai regardé sur Netflix, ce qui m'avait aussi frappé, c'est que ce mec, même en prison, après les atrocités qu'il a fait à des femmes, à plusieurs femmes, dans plusieurs états en plus, le mec a trouvé l'amour. Le mec en prison, il connaissait une femme qu'il a à peine regardée quand il était libre, etc. Il le connaissait parce que je crois qu'ils avaient fait la fac ensemble, etc. Parce qu'il allait chercher ses proies dans des facs, etc. À la sortie des écoles, c'était dans les plages, dans les soirées. Il y a un moment où voilà, il connaissait cette femme parce qu'ils avaient fait un petit parcours ensemble lorsqu'ils étaient à la fac.
cette femme, des années après, elle vient lui dire qu'elle l'aime. Ce qui s'est passé, c'est que le mec, il a fait des atrocités, il passe à la télé, il est recherché, je sais pas quoi, il va en prison, cette femme va lui apporter à manger, elle va le soutenir, ils vont même avoir un enfant en prison. Pour vous dire à quel point la femme peut être conne, c'est que dehors, il regardait même pas la femme. Cette femme ne lui plaisait pas quand il était libre de faire les choix de ses conquêtes et tout. Cette femme ne lui plaisait pas. Il ne lui donnait même pas l'heure. Et un jour, elle le recroise et reprennent contact. Il n'a rien avec elle. Il s'en fout de sa vie complètement. Mais quand elle va voir qu'il est en prison, etc., elle va venir le voir. Ils vont avoir une petite idylle amoureuse. Ils vont se marier. Ils vont avoir un enfant. Je veux dire, ce mec a tué, a enlevé la vie à beaucoup de femmes. Il est en prison. Il y a j'ai même envie de l'insulter tellement ça m'énerve. Il y a une femme comme ça qui vient, qui lui donne un enfant, qui lui donne une vie, qui se marie avec... Franchement, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, mais elle aussi, je suis sûre que si on lui fait passer un scanner, il doit lui manquer un lobe frontal. Il doit lui manquer un lobe, en fait. Je n'ai pas compris. Enfin bref. Toujours dans ce même truc bizarre de la femme qui va aimer le mec barjot, le mec psychopathe qui ne va pas très bien dans son cerveau. C'est l'affaire Landru. Je vous ai dit, donc il a découpé et brûlé des femmes. Dans ce livre, dans ce petit livre qui doit faire moins de 50 pages, il est écrit « Et durant sa détention provisoire, Landru recevra des dizaines de lettres d'amour écrites par des admiratrices. » C'est tout ce que je voulais vous lire de ça. Donc on est face à un homme qui est un psychopathe avéré, qui tue des femmes, qui les découpe et qui les brûle. Il fait un petit peu son guignol, donc lors de son procès, il aime bien rire de lui, il aime bien rigoler, etc. Des petits commentaires où les jurys vont... enfin, la salle entière va rigoler de ces blagues ou de ces petits commentaires. Le mec est en prison, après avoir fait des atrocités. En prison, il reçoit des lettres d'amour de femmes qui sont des admiratrices. Donc je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des femmes, eux, leur kiff, c'est les meurtriers? Ma question, est-ce que alors, est-ce que ces femmes-là ont un cerveau qui fonctionne normalement que nous? Parce que moi, je suis tentée de dire non, en fait. Je suis tentée de dire que les femmes qui aiment les meurtriers, il n'y a pas de rien n'est caché, hein. Elles savent très bien ce qu'il a fait. Elles vont écrire des lettres d'amour. Donc, c'est quoi? Elles veulent se retrouver face à lui, elles veulent vivre ce que les autres ont vécu, ces femmes qui ont perdu la vie, elles veulent vivre ces atrocités, ça les excite, ça les fait mouiller. Je ne comprends pas. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de ces femmes qui ont un penchant pour les meurtriers sanglants. Parce que moi, je suis perdue, je ne comprends pas. C'est pas la première fois que je l'entends, que je le constate, et je ne comprends pas. Moi, il y a quelqu'un qui me dit, il a ouvert le crâne d'une femme après l'avoir violée, torturée, je ne sais quoi. À aucun moment, je n'ai envie, il peut être j'allais dire quelque chose de dingue. Il peut être, peu importe son visage, ça peut être le dernier des mannequins, ça peut être le mec mais jamais de la vie, peu importe son physique. Je vais aller à son procès juste parce qu'il est beau. Je vais me dire, je vais écrire une lettre parce qu'il est beau. Parce qu'il me fait mouiller. Donc je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez parce que vraiment, moi, ça me dépasse, ce genre de femmes. Et j'aimerais comprendre ce qu'elles ont en tête. C'est quoi, en fait, qui les fait kiffer? C'est la torture?
Franchement, je comprends pas. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolée, elle a été très longue. Enfin, regardez-le en 2 fois. Moi, je voulais pas faire de partie parce que voilà, j'y suis, il y a les livres, je vous le dis. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye.